Avertissement sur résultat, abaissement de perspective, profit warning, peu importe la façon qu'on les nomme, le fait de décevoir les marchés boursiers en communiquant, comme on a pu le voir, avec pas mal de sociétés, notamment en France, qui vont nous dire qu'elles font moins bien que ce qui était attendu. Eh ben, c'est un peu notre quotidien aujourd'hui, et donc on voulait revenir là-dessus avec à la clé évidemment des cours qui sont largement chahutés et attaqués. Bonjour Laurent. Largement chahuté. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Quand on regarde un peu dans le rétro, c'est toujours important pour savoir où on va, de savoir d'où on vient. On se rend compte que ça fait quoi, 2-3 semaines 3 semaines on a eu quand même pas mal d'avertissements sur résultats. C'est-à-dire qu'on a eu des avertissements sur résultats, ça remonte un petit peu plus loin. En revanche, ce qui est assez significatif sur les derniers exemples, c'est la chute, la correction qui ont suivi ces avertissements. Je vais citer 3 sociétés, Alstom, valeur du CAC 40 quand même, EuroAPI, Sartorius, Tedim. A priori, pas forcément de points communs entre les 3. Bon, on pourrait se dire, allez, pour faire simple, EuroAPI, Sartorius, Tedim évoluent toutes les deux dans le large secteur de la santé, mais c'est un petit peu près tout. Par contre, le point commun, c'est ça en fait, avertissement sur résultat, à la clé des chutes impressionnantes, c'était à moins 38% pour Alstom, c'était moins 59% pour EuroAPI. Sartorius était un petit peu moins fort, moins 16%, mais c'est quand même une valeur dont on n'a pas vraiment forcément l'habitude de voir de telles chutes. Et puis, ils ne sont pas seuls. Orpea, alors bon, Orpea un petit peu un cas à part parce que le titre est devenu tellement spéculatif, tellement volatile. Il y a tellement d'autres problématiques. Mais voilà, il y a quand même eu cet avertissement sur résultat et 2 séances de forte baisse, moins 12, moins 13%. Il y a des petites valeurs aussi, on pourrait citer Equinox. Bref, on voit bien qu'on a des cas et surtout, effectivement, à chaque fois, un mouvement de correction qui est très marqué. Ouais, des profils, on l'a dit, qui ne sont pas similaires, qui n'ont rien à voir plus ou moins les uns avec les autres. Il y a quand même ce point commun de boîtes qui ont déçu plusieurs fois de suite. Les serial déceptions, les serial déceveurs, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais oui, c'est un peu... On verra que là aussi, les cas sont un peu différents, mais il y a quand même un petit peu ce pattern, ce motif de déception. On peut remonter un petit peu plus loin. On peut parler notamment d'Elior. Il y a donc le groupe de restauration collective, le 17 mai, qui revoyait à la baisse sa marge d'EBITDA, sa marge brute d'exploitation, pour le dire, allez, même si je vais faire hurler les comptables en français, ajusté. Et puis... Le 25 juillet, deuxième révision, et là, effectivement, forte correction du cours. EuroAPI, on est exactement aussi dans cette situation, filiale de Sanofi qui fabrique des principes actifs de médicaments. Donc a priori, on se dit, bon, c'est un marché qui est plutôt en croissance, qui est plutôt stratégique, qui est plutôt souverain. Sauf qu'on arrive à la fin 2022, on a des résultats qui déçoivent, qui sont en dessous des attentes, alors même qu'on avait déjà abaissé les résultats. Il y a un problème notamment sur un site de production à Budapest, donc on se dit, bon, ok... Premier avertissement. Deuxième avertissement résultat sur les perspectives 2023. On dit, bon, finalement, on a un objectif de marge brute d'exploitation cœur, parce qu'à chaque fois, c'est des ratios comptables assez complexes qu'on va décaler d'un an, et puis donc ce sera à 20%, non plus en 2025, mais en 2026, et puis on ajuste, David, on était entre 12 et 14, et on passe de 12,5 à 13,5, donc a priori, bon, on se dit pourquoi pas, sauf qu'en octobre, là, on vous dit, non, finalement, ce sera plus 12,5, 13,5, ce sera 9 à 11, et on suspend tous les objectifs de moyen terme, on fait une revue stratégique. Sartorius Tedim, même chose. Au départ, on était sur une marge brute d'exploitation sur l'exercice qui devait être à 35%, comme celui indiqué pour l'exercice précédent. Donc on est déjà sur une stabilité. Bon, quand on est investisseur, on se dit, bon, pourquoi pas. Finalement, c'est 30 en début d'année, et puis là, ajustement à 28. Donc on voit bien qu'effectivement, sur ces sociétés-là, on a quand même une répétition de déception qui, à un moment, est sanctionnée au prix fort. La question qu'on se pose, c'est de savoir, évidemment, pour celles et ceux qui, malheureusement, en ont en portefeuille, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas si simple, parce que vous savez, on cite souvent, David, les ordres à seuil ou à plage de déclenchement, en disant c'est une façon de couvrir vos positions. On rappelle, vous avez une action qui est à 25 €, vous l'avez achetée, j'en sais rien, peut-être à 14, à 16, et vous vous dites, tiens, elle a une belle plus-value, donc je vais me protéger d'une baisse et je vais mettre un ordre à seuil de déclenchement à peut-être 23. Donc si le titre descend à 23, mon ordre va se déclencher. Bim. Et comme ça, je vends et je sauvegarde. Sauf que, en fait, sur un ordre à seuil de déclenchement, une fois qu'il est activé, c'est un ordre au marché. Donc quand vous passez un ordre au marché, vous avez la quantité, mais vous n'avez pas la maîtrise du prix. Vous vous doutez bien que dans une situation comme ça, où vous avez un titre qui perd 59%, vous risquez d'être exécuté
très mal. Donc, c'est pas l'idéal. On pourrait se dire, on peut faire un ordre à plage de déclenchement. Là, vous fixez un seuil de déclenchement et un cours limite, mais identique. C'est un peu la même problématique. Quand vous perdez 40% en une séance, il y a de fortes chances que votre cours limite qui va être placé, raisonnablement en 3, 4, 5 en dessous de votre seuil, ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et donc, on peut rien faire. Ça veut dire que sur le jour de la paume, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est, effectivement, en tout cas en curatif, si je puis dire, on est assez limité. Donc donc, il faut faire du préventif. Le préventif, c'est quoi? Quand le curatif ne marche pas. Voilà, mais oui, exactement. Dans un marché où vous voyez que même un LVMH peut perdre 6% sur, non pas finalement, un avertissement sur résultat, mais juste une déception parce qu'on est légèrement en dessous des attentes, vous vous dites que, justement, si on revient sur nos sujets de serial déception, ça vous donne quand même une indication dans un marché comme celui-ci, qui a peut-être un problème sur le secteur, sur les perspectives de la société. Et aujourd'hui, je pense qu'un avertissement sur résultat, en tout cas le premier, doit forcément être un indicateur qu'il se passe quelque chose sur le titre. Ça doit être l'occasion de se repencher et de se dire, est-ce que dans ce cas-là, je n'allège pas un petit peu ma ligne, voir est-ce que je vends, puisque je considère que finalement, peut-être les perspectives ou de la société ou du secteur sont dégradées, et il y a peut-être d'autres opportunités, soit de titres plus résistants, soit plus résilients. Juste, et David, le read-across, ce qui se passe des concurrents, le read-across, ce qui permet de lire, typiquement, par exemple, sur EuroAPI, son concurrent, Lonza, qui est un groupe suisse, aujourd'hui a également abaissé ses résultats. Vous pouviez vous dire que si vous aviez du Lonza, EuroAPI vous donnait une indication, et inversement, attention, là aussi, c'est pour ça, quelquefois, quand ça baisse dans le secteur, il faut toujours s'intéresser à ce qui se passe à la société que vous avez en portefeuille. Oui, mais est-ce que ça marche à tous les coups quand on écoute Alstom voilà, vous allez me sortir les cas d'Alstom. Qui apparemment était très positif lors de ces semestriels. Oui, alors Alstom, effectivement, et ça explique la violence de la réaction. C'était un cas un peu différent puisque, déjà, il faut savoir, Alstom communique sur tous ses contrats. Donc, presque tous les jours, j'exagère, mais vous avez 9 trains vendus en Pologne, une rame en Corée du Sud, noyé sous l'opulence de bonnes nouvelles, vous dites c'est magnifique. Et puis, il y a quand même la publication des chiffres annuels, semestriels d'Alstom, le 25 juillet, où on nous dit, finalement, on est on est en ligne avec nos objectifs annuels et on attend cette fameuse génération de cash flow libre, de marge brute d'autofinancement significativement positive et on réaffirme cet objectif annuel. On est, David, le 25 juillet. Bon, on se dit très bien. Et le 5 octobre, donc jour de la correction, on nous dit finalement, ce sera négatif de 1,15 milliard d'euros. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 25 juillet et le 5 octobre pour qu'on arrive à un tel décalage? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est l'autre conseil qu'on peut donner, c'est savoir écouter les voix discordantes dans un dossier où la plupart des analystes étaient quand même assez positif. Il y avait eu un petit avertissement, c'est toujours facile de réécrire l'histoire après, mais eux l'ont fait avant. C'était Barclays, figurez-vous, le 13 septembre, qui nous disait, alors qu'ils initiaient le suivi d'Alstom, donc ils commençaient leur couverture du titre, ils étaient à sous-pondérer. Et je vous lis ce texte qui est prophétique maintenant. Nous constatons une déconnexion entre d'une part une valorisation élevée et de l'autre des activités en difficulté, des facteurs susceptibles de peser sur la trésorerie, un endettement important et une notation de crédit fragile. Et il prévenait que la moindre déception autour du titre pourrait avoir un lourd impact sur le cours de bourse. À l'époque, ils avaient un objectif de cours à 16,50 €. C'était la même chose sur EuroAPI. Il y avait une étude de Morgan Stanley. Là aussi, il faut savoir choisir ses analystes. Il y a des analystes qui sont peut-être un petit peu meilleurs que d'autres, qui mettaient en garde. Donc, quand tout va bien, c'est bien aussi d'écouter les gens qui vous disent que ça ne va peut-être pas si bien et d'essayer de se forger son opinion. Bon, et à contrario, et on finit là-dessus, pour ceux qui n'ont pas ces valeurs en portefeuille, qui disent tiens, il y a un truc derrière, est-ce que c'est faut pas être contrariant et acheter la valeur et miser sur un rebond et donc acheter un profit warning? Exactement. Alors là, j'ai pas fait une étude comparative sur les 20 dernières années profit warning. Vous auriez dû. C'est vrai, laissez-moi un peu plus de temps, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup de la faire, j'espère qu'on la verra. J'ai fait quelque chose un peu plus proche de nous sur justement les dossiers dont on parle. Deux options, soit on considère qu'on a des convictions sur le long terme, mais c'est un point d'entrée, donc on se dit bon, je rentre pas cher, et voilà, et soit on tente le day trading, genre elle a quand même perdu 50% hier, elle va bien gagner au moins 5-6% le lendemain. Sur les cas qui nous concernent, Alstom, donc après la forte chute, à votre avis David, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça rebondit? 2 autres séances de baisse avant un rebond de 4%. Si je prends le cours de clôture, j'ai
allonger un petit peu la fenêtre d'hier sur Alstom, on se retrouve à 13,40 €, ça au moment du profit warning, cours de clôture au moment du profit warning, on était à 12,75 € hier. Donc non. Donc on n'a pas rebondi du tout. Voilà, EuroAPI, 11% de rebond le lendemain en day trading. Ah, ça, il y avait peut-être un coup à jouer, de se dire 10%. Mais pas de règle, quoi. Non, si, vous allez voir, c'était quand même, voilà, plus 3% le lendemain, cours de clôture hier à 4,98 €, on est à 0, donc voilà, peut-être pour de court terme ça marchait, mais sinon, Sartorius, moins 16,7, rebond de 0,7 hier, et là on repart en baisse justement parce qu'on a les mauvais résultats dans Lanza, et puis on avait Elior qui lui a enchaîné 4 séances de baisse, le titre vaut aujourd'hui 1,67 €, chute de 33%. Bon, donc la réponse est non. Donc la réponse est quand même dans le contexte actuel, je dis pas Dans le contexte actuel, c'est dans important. le contexte actuel de tension sur les marchés, je ne suis pas bien sûr que jouer ce rebond après post-profit warning, Le rebond du chat mort. ouais, soit une très bonne idée, puisque ça suppose quand même des incertitudes sur les perspectives de la société. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut. Merci David.